L'agence de presse d'État nord-coréenne vient de publier ce qu'elle appelle le texte du traité de partenariat stratégique global Russie-RPDC que Vladimir Poutine et Kim Jong-un ont signé cette semaine à Pyongyang. Ils ont même publié ce texte en anglais. Avec ce que nous savons de la conférence de presse et des développements en Corée du Nord plus tôt cette année, cela nous permet de tirer des conclusions intéressantes. Plus important encore, il s'agit probablement du plus grand changement dans la politique étrangère nord-coréenne de la dernière décennie, voire du dernier demi-siècle. Alors examinons cela ensemble. Tout d'abord, je dois souligner que, bien que l'agence de presse d'État russe TASS ait indiqué qu'il s'agit de la publication du texte du traité de partenariat stratégique, lorsque nous consultons réellement la page d'accueil de l'agence de presse gouvernementale de la RPDC, ce n'est pas précisément le texte du traité. Il s'agit d'un rapport sur le contenu du traité. Bien que ce soit les informations les plus complètes que nous ayons pour le moment, je vous avertis que tant que nous n'aurons pas le traité complet avec les signatures ou une copie de celui-ci devant nous, nous ne pouvons pas être sûrs que c'est tout. Donc, c'est un avertissement. Mais c'est ce que nous avons de plus proche, surtout parce que cela vient du côté officiel nord-coréen. Nous devrions donc l'utiliser pour l'analyse, mais avec la mise en garde qu'il pourrait y avoir quelque chose qu'ils n'ont pas rapporté ici. Le texte commence par « selon le traité », ce qui signifie que ce n'est pas le traité lui-même, mais un texte sur le traité. C'est pertinent. Regardons ce que dit ce rapport officiel nord-coréen sur le traité. Il entre dans de nombreux détails et est assez long. Je veux prendre le temps de revoir cela avec vous, puis le comparer avec ce que nous savons des réunions et déclarations antérieures, en particulier de Kim Jong-un. J'ai mis en évidence les points que je crois les plus essentiels, notamment pour la relation de sécurité, afin de comprendre de quoi il s'agit dans ce traité. Les deux parties doivent aspirer à la stabilité stratégique mondiale et à l'établissement d'un nouvel ordre international, juste et égal. En supposant que ce soit effectivement la formulation du traité lui-même, cela suggère que c'est le début de la sortie de la Corée du Nord de l'emprise que l'ONU et la direction des États-Unis avaient sur elle. C'est essentiellement un signe de la Corée du Nord disant « Non, nous allons maintenant nous intégrer au reste de la communauté mondiale. Les choses seront différentes. » Maintenant, le traité semble aborder rapidement la question de la sécurité. Il stipule qu'en cas de mise en état de guerre de l'une des deux parties par une invasion armée d'un État ou de plusieurs États, l'autre partie doit fournir une assistance militaire et autres par tous les moyens en sa possession sans délai, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies et aux lois de la RPDC et de la Fédération de Russie. C'est très intéressant. Bien sûr, un seul État pourrait être la Corée du Sud, et une coalition d'États pourrait être une coalition américaine autour de celle-ci. L'idée ici est que l'autre État, la Russie dans ce cas, enverrait immédiatement du soutien. Je trouve fascinant qu'il soit fait mention de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui souligne la légalité et la légitimité de tout cet accord. L'article 51 est l'article sur la légitime défense et la défense collective, le même que l'OTAN utilise pour justifier l'envoi d'armes en Ukraine. Tout le monde utilise l'article 51 pour dire « Nous faisons ce que nous faisons, nos systèmes d'alliance, conformément à la Charte des Nations Unies. » Ainsi, les Nord-Coréens et les Russes disent également que ce qu'ils font est conforme à la Charte des Nations Unies. Donc, personne ne rejette la Charte des Nations Unies. Personne ne rejette l'ONU en tant que cadre. Tout le monde l'accepte comme une prémisse de base.
Fait intéressant, comme je l'ai mentionné dans un autre programme, cela ne précise pas en quoi consisterait cette assistance militaire et autres. Cela ne précise pas si cela signifie des bottes sur le terrain ou une implication directe de l'autre armée, autre que l'envoi d'armes, par exemple. Cela ne signifie pas nécessairement que si la Corée du Nord était attaquée, la Russie enverrait automatiquement des troupes et combattrait collectivement. Mais cela pourrait signifier que la Russie fournira à la Corée du Nord ce que l'OTAN fournit actuellement à l'Ukraine. Cela est complètement dans le cadre de ce que cette formulation suggère. Le paragraphe suivant stipule que chaque partie est obligée de ne conclure aucun accord avec un pays tiers qui empiète sur la souveraineté, la sécurité, l'intégrité territoriale ou les droits de l'autre partie à développer librement des systèmes politiques, sociaux, économiques et culturels. Ils ne doivent pas non plus participer à de telles actions. C'est très fascinant, car cela ressemble beaucoup à une clause d'un traité entre le Japon et l'Union soviétique en 1941. Cela incarne essentiellement un principe de non-agression, stipulant que si une tierce partie commençait à si un troisième État devait se montrer agressif envers l'un des deux États, l'autre ne participerait pas à cette agression. Cela incarne essentiellement un principe de neutralité. Cela signifie que si un troisième État, avec lequel l'un des deux entretient de bonnes relations, tente d'empiéter sur l'autre, les deux États resteront neutres. Cette clause garantit que la RPDC et la Russie resteront amicales l'une envers l'autre, même dans les conflits impliquant un troisième État. C'est un aspect fascinant de l'accord, essentiellement une clause de neutralité. Les deux parties, dans le but de maintenir la paix et la sécurité internationale, discuteront et coopéreront entre elles sur des questions concernant les développements mondiaux et régionaux qui pourraient constituer un défi direct ou indirect à leurs intérêts et à leur sécurité commune dans le cadre des instances internationales, y compris l'ONU et ses agences spécialisées. Cela est également très pertinent, car cela signifie essentiellement que la Russie, selon ce traité, a désormais officiellement son mot à dire sur ce qui va se passer dans la péninsule coréenne. Encore une fois, les deux parties discuteront et coopéreront entre elles sur des questions concernant les développements mondiaux et régionaux qui pourraient constituer un défi direct ou indirect à leurs intérêts communs. Et puisque la Russie a maintenant clairement des intérêts dans cette région de l'Extrême-Orient et dans sa partie sud, cela signifie essentiellement que tout ce qui concerne la Corée du Sud est désormais aussi une affaire pour les Russes. Officiellement, cela ne concernait que les Chinois, parce que la Chine avait, et a toujours, un pacte de défense mutuelle similaire avec la Corée du Nord. Mais maintenant, nous avons l'accord officiel que les Russes participent à la sécurité régionale de la péninsule coréenne. Le paragraphe suivant stipule que les deux parties doivent fournir des mécanismes pour prendre des mesures conjointes dans le but de renforcer les capacités de défense, de prévenir la guerre et d'assurer la paix et la sécurité régionale. C'est en fait un article très encourageant pour moi, car prévenir la guerre est un objectif de leur coopération. Vous ne pouvez pas agir unilatéralement en ce qui concerne la Corée du Sud. La Corée du Nord promet que tout ce qui se passe envers le Sud sera coordonné avec la Russie ou ne se produira pas contre la volonté de la Russie. Je pense que c'est vraiment le cœur de l'arrangement de sécurité. Nous avons maintenant une situation trilatérale avec la Russie. La Chine et la Corée du Nord disant qu'ils vont se coordonner ensemble pour maintenir la paix et la stabilité. C'est très important quand on regarde ce que Kim Jong-un a dit plus tôt cette année et comment ils ont révisé leur stratégie de sécurité.
and how they revised their security strategy. Let's look at the rest of this treaty. We then have a long... Examinons le reste de ce traité. Il y a de nombreux passages que nous n'avons pas besoin de lire en détail, qui parlent d'augmenter le commerce entre les partenaires et de créer une zone économique spéciale entre la RPDC et la Fédération de Russie. Cela signifie une coopération transfrontalière à des fins économiques. Une zone économique spéciale a généralement des dispositions fiscales et juridiques spéciales qui permettent un développement et une fabrication conjoints. Cela sera apparemment créé à la frontière entre la Russie et la Corée du Nord. Ils veulent également coopérer dans le domaine de la technologie. Ils veulent établir des liens directs entre la RPDC et la Fédération de Russie pour promouvoir la compréhension mutuelle et les investissements économiques. Ils visent également à coopérer dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation, de la santé publique, des sports, de la culture et du tourisme. L'augmentation du tourisme entre les deux pays représente un changement significatif pour la Corée du Nord, qui traditionnellement n'a pas accueilli les étrangers et a restreint les déplacements de ses citoyens à l'étranger. Ce changement ne se dirige pas vers l'Occident, mais vers la Russie et possiblement la Chine à l'avenir. Cela marque un changement substantiel dans la gestion des affaires internes de la Corée du Nord. De plus, les deux parties s'opposeront à l'application de mesures coercitives unilatérales, telles que les sanctions, l'une contre l'autre. Donc, la Russie promet officiellement qu'elle ne soutiendra plus de sanctions contre la Corée du Nord. Cela changera tout le système de sanctions de l'ONU contre la Corée du Nord. C'est un mouvement énorme, potentiellement libérant le potentiel économique de la Corée du Nord. De plus, il y aura une coopération dans la lutte contre les activités illégales et dans le domaine de la sécurité de l'information. Un autre point important est que le traité sera en vigueur indéfiniment. Cela signifie qu'il n'a pas besoin d'être renouvelé périodiquement. Si l'une des parties veut l'arrêter, elle doit envoyer activement une lettre indiquant son intention de sortir de l'accord. Sinon, l'accord continuera de rester en vigueur entre les deux États. Et cela est particulièrement important, car Vladimir Poutine, lors de la conférence de presse, d'abord à Pyongyang puis à Hanoï, a répondu à des questions à ce sujet. Il a dit qu'il n'y avait rien de nouveau dans ce traité. C'est juste une mise à jour d'un ancien traité entre l'Union soviétique et la RPDC qui a expiré. Mais en gros, c'est juste une mise à jour, a-t-il dit. Juste une mise à jour. Maintenant, si ce n'est qu'une mise à jour, regardons la version plus ancienne. Nous avons accès au texte réel en anglais de cette version. La première chose que vous remarquez est que la version plus ancienne est beaucoup plus courte. Je veux dire, ce n'est qu'un préambule. Le préambule est comme la salade à côté, où ils définissent pourquoi ils font cela. Mais le traité lui-même se compose vraiment de 6 articles, et c'est tout, une page. Alors que celui-ci semble vraiment étendu. Surtout la partie économique, qui couvre beaucoup de terrain, est assez courte dans l'ancienne version soviétique. Elle est contenue dans un seul article, qui vise à développer des liens économiques et culturels forts entre les deux États. Donc, un petit article. Ici, nous avons des domaines assez précis dans lesquels la coopération devrait se produire, y compris une zone économique spéciale entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est la mise à jour des parties sur la sécurité, n'est-ce pas? Parce que c'est de cela que Vladimir Poutine parlait. Lisons l'ancien traité. L'ancien traité dit que si l'une des parties contractantes subit une attaque armée par un État ou une coalition d'États et se trouve ainsi en état de guerre, l'autre partie contractante doit immédiatement fournir une assistance militaire et autres avec tous les moyens à sa disposition. C'est assez similaire à ce que nous avons dans le nouveau traité, n'est-ce pas? C'est essentiellement la même chose, juste que le nouveau traité est un peu plus vague.
L'ancien traité dit « avec tous les moyens à sa disposition », bien que bien non, c'est plus ou moins la même chose. Although, well, no, it's more or less the same. It's the same. It doesn't really define. C'est la même chose. Cela ne définit pas vraiment ce que signifie cette assistance. Donc c'est la même chose. L'article 2 stipule que chaque partie contractante s'engage à ne pas entrer dans une alliance ou à participer à une coalition ou à une action directement contre l'autre partie contractante. C'est essentiellement une clause de neutralité. Dans le cas où un troisième État ferait quelque chose de peu amical, la partie contractante ne rejoindra pas cet État, même si elle entretient de bonnes relations avec lui. Vous pourriez penser à la Chine. Cela est probablement orienté vers la Chine, n'est-ce pas? Si la Chine devenait hostile à la RPDC ou à la Russie, la promesse ici est que la RPDC ne rejoindrait pas la Chine contre la Russie, et la Russie ne rejoindrait pas la Chine contre la RPDC. Dans ce scénario hypothétique où la Chine deviendrait un ennemi de la RPDC, l'autre partie resterait neutre. Je pense que c'est ainsi que j'interprète cette phrase, parce que la Chine est vraiment la seule puissance dans cette constellation à laquelle on pourrait penser. Le Japon est déjà dans le camp de l'autre côté, bien qu'il puisse également s'étendre au Japon. Les liens avec la Russie et la Chine se sont réchauffés, en fait, mais principalement, cela concerne la Chine. Bien sûr, cet article est orienté vers ce qui se passe s'il y a une mauvaise relation avec ce troisième État, qui est actuellement en bonne relation. Maintenant, le troisième article stipule que les parties contractantes doivent se consulter sur toutes les questions internationales importantes impliquant les intérêts des deux États dans un effort pour renforcer la paix et la sécurité universelle. C'est une version plus courte de ce que nous avons dans le nouveau document, qui est un peu plus long de mesures de sécurité. Mais alors, mes amis, je voudrais attirer votre attention sur l'article numéro 5 de l'ancien traité. L'article 5 dit que les deux parties contractantes considèrent que l'unification de la Corée doit se faire sur une base pacifique et démocratique. Il stipule qu'une telle solution est conforme à la fois aux intérêts nationaux du peuple coréen et à la cause du maintien de la paix en Extrême-Orient. Cet article n'existe plus dans le nouveau traité. L'article sur la réunification avec la Corée du Sud a disparu. Il n'apparaît tout simplement plus. À la place, vous avez un article sur le maintien de la paix et de la sécurité dans la région et la consultation mutuelle sur les questions de paix et de sécurité. Mais ce que vous n'avez plus, c'est l'objectif de réunification avec la Corée du Sud. Maintenant, c'est un gros point. C'est vraiment un gros point parce qu'il indique essentiellement que la Corée du Nord, dans ses traités internationaux, ne travaille plus à rejoindre le Sud ou à réunir les deux États. Ce que nous voyons, c'est que les Nord-Coréens semblent maintenant travailler vers une solution à deux États. Pendant longtemps, dans tous leurs manuels scolaires, discours et actes publics, ils ont toujours dit que Pyongyang est la capitale de toute la Corée. Ils affirmaient qu'il y avait une entité illégale permanente dans le Sud qui l'occupait, et ils essayaient de la récupérer. Mais, vous savez, Pyongyang, la RPDC, revendiquait autrefois l'ensemble de la péninsule. Ils s'en éloignent maintenant très rapidement. Ce n'est en fait pas nouveau. Pour quiconque a prêté attention à ce qui s'est passé plus tôt cette année, il y a eu une grande annonce. Cela a même été mentionné dans les nouvelles occidentales que Kim Jong-un de la Corée du Nord a abandonné l'objectif de réunification avec le Sud. Il a été rapporté que le Nord ne veut plus de réunification pacifique, ce qui était en fait un objectif du Nord. La réunification pacifique faisait partie de leur document de politique. Je ne suis pas sûr si c'était dans leur constitution ou non, mais c'était dans les documents de politique qu'ils voulaient une réunification pacifique. Ils ont complètement abandonné cela.
reunification, and they dropped that entirely. And in a lot of Western media, it was reported, oh, the Kim Jong-un doesn't want to. Dans de nombreux médias occidentaux, il a été rapporté que Kim Jong-un ne veut plus s'unifier pacifiquement. Mais si nous lisons le texte réel de ce qu'il a dit lors de la réunion à Pyongyang le 16 janvier, il y a presque 6 mois, nous trouvons des perspectives très intéressantes. C'était un long discours, et la partie intéressante commence bien plus loin. Il explique que l'unification pacifique a évidemment échoué. Donc, ils doivent passer à autre chose. Dans son discours, il a dit que c'est la conclusion finale tirée de l'histoire amère des relations intercoréennes, qu'ils ne peuvent pas suivre la voie de la restauration nationale et de la réunification avec la République de Corée. That we cannot go along the road of national restoration and reunification together with the Republic of Korea. So that's South Korea, right? The clan that C'est la Corée du Sud, n'est-ce pas? Le pays qui a adopté comme politique d'État la confrontation totale avec la République, rêvant de l'effondrement de notre gouvernement et de l'unification par absorption. Et vous savez, c'est en fait vrai. Une grande partie de la réflexion sur la réunification du côté sud et de la part des Américains et des alliés occidentaux est que la même chose devrait se produire en Corée que ce qui s'est passé en Allemagne. En Allemagne, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest ne se sont pas unies. Ce n'était pas une fusion, c'était une prise de contrôle hostile. La République fédérale a absorbé la RDA. La RDA, la République démocratique allemande, a cessé d'exister. Elle a simplement disparu, comme pouf, envolée. Toute la structure de la RDA a disparu. The whole structure of the GDR gone. And this has been very official that this. Et cela a été très officiel, que c'était essentiellement l'objectif de la réunification. La réunification sous la République de Corée, n'est-ce pas? Cela devrait prendre le contrôle de la RPDC. Et Kim Jong-un dit, les gars, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons accepter. Le fait que ce soit l'un de vos objectifs est quelque chose avec lequel nous ne pouvons pas vivre, et nous n'allons tout simplement pas l'accepter. Ce qui est totalement compréhensible du point de vue de la RPDC et de la position de Kim Jong-un, n'est-ce pas? Le texte continue. Kim Jong-un a également déclaré que les relations Nord-Sud ont été complètement fixées dans une relation entre deux États hostiles et non plus consanguins ou homogènes. Il utilise cette explication pour justifier qu'ils doivent maintenant changer leur politique. Nous avons formulé une nouvelle position sur les relations Nord-Sud et la politique de réunification. Nous avons démantelé toutes les organisations que nous avions établies en tant qu'organes de solidarité pour une réunification pacifique lors de la session actuelle de l'Assemblée populaire suprême, qui discute des lois de la RPDC. Ils ont donc effectivement arrêté toutes les organisations de réunification qu'ils avaient avec le Sud. Ce qui est intéressant maintenant, cependant, c'est qu'il dit clairement que le Nord doit aller de l'avant. La frontière sud de notre pays a été clairement tracée. Nous savons où se trouve notre frontière sud, c'est ce qu'il dit. Et la frontière sud est bien sûr la ligne de démarcation entre le Nord et le Sud, où l'armistice est en place. La seule chose que la Corée du Nord a dite, c'est qu'elle n'accepte pas vraiment les frontières actuelles. Elle revendique l'ensemble de la péninsule coréenne. Mais maintenant, Kim Jong-un dit que la frontière sud a été clairement tracée. La frontière sud de la péninsule est bien sûr là où l'océan commence au sud. Et ce n'est pas une ligne tracée. La ligne tracée est la ligne de démarcation le long du 38e parallèle. Donc il dit, d'accord, c'est notre frontière sud. Acceptons-la. C'est notre État. Il dit ensuite que la ligne de limite nord illégale et toute autre frontière ne peuvent jamais être tolérées. Ce qu'il entend par là, c'est en fait la frontière maritime. Il existe une frontière maritime de facto entre les deux États, connue sous le nom de ligne de limite nord ou ligne de démarcation, qui coupe même certaines îles. Et apparemment, c'est ce qui le rend mécontent. C'est quelque chose qu'il conteste encore, et où nous verrons probablement des contestations à l'avenir. Mais c'est maritime. C'est une frontière maritime, pas la frontière terrestre. La frontière terrestre, dit-il, est assez claire.
Et si la roque viole même 0,001 mm de notre territoire terrestre, aérien ou maritime, ce sera considéré comme une guerre de provocation. C'est comme « d'accord, d'accord ». Donc, il ne cesse pas le langage belliqueux, mais en gros, il dit « d'accord, nous savons où est la frontière. Tant que vous n'essayez pas de prendre quoi que ce soit, tout ira bien. » Et puis c'est intéressant, Kim Jong-un continue. It's interesting. He goes on, Kim Jong-un goes on. Recently, I studied the constitutions of some other countries and found that they are... Récemment, j'ai étudié les constitutions de certains autres pays et j'ai constaté qu'elles stipulent clairement les définitions politiques et géographiques de leur territoire, y compris la terre, les eaux et l'espace aérien. Cependant, il n'y a pas de telles dispositions dans la constitution actuelle de notre pays. Puisque notre République a définitivement défini la ROCAC comme un État étranger et hostile, éliminant le concept original de réconciliation et de réunification, il est nécessaire de prendre des mesures légales pour définir correctement la sphère territoriale où la souveraineté de la RPDC en tant que nation socialiste indépendante est exercée. Et puis il continue en disant qu'ils devraient définir leurs frontières, spécifiquement les frontières nord-coréennes, comme ils l'entendent, et ensuite ils défendront ces frontières. Donc, la Corée du Nord opte pour une solution à deux États. Il n'est plus question de réunification. Il y a quelques autres passages dans ce discours qui sont vraiment fascinants. Il réaffirme que la force absolue la plus forte qu'il cultive n'est pas un moyen pour une attaque préventive visant à obtenir une unification unilatérale par la force des armes. Encore une fois, il dit que ce qu'ils font est pour l'autodéfense. Ce qu'ils font n'a pas pour but de créer une unification unilatérale par la force des armes. Au lieu de cela, ils développent des capacités pour une légitime défense, qui devrait être renforcée sans faille pour se défendre. Il affirme que la Corée du Nord ne veut pas créer un changement unilatéral dans la division Nord-Sud. Les Nord-Coréens disent « Nous avons notre pays, c'est tout. Nous continuerons. » Ils ont inscrit cela dans un traité international avec les Russes, donnant même aux Russes un droit de regard sur tout développement de sécurité dans les relations Nord-Sud. Ils ont mis cela par écrit. Explicitement, ils déclarent qu'ils ne déclencheront jamais unilatéralement une guerre si l'ennemi ne les provoque pas. L'ennemi ne doit jamais interpréter cela comme une faiblesse. Donc, je veux dire, c'est assez énorme. Il dit que nous sommes toujours prêts à nous battre. Si vous nous provoquez ou essayez de nous prendre quoi que ce soit, nous ne voulons pas la guerre, mais nous n'avons pas non plus l'intention de l'éviter. C'est clairement belliqueux. Nous sommes prêts à nous battre, mais nous ne le ferons pas comme moyen de réunification. Et maintenant, les Russes ont aussi leur mot à dire sur ce qui se passe là-bas. Pour moi, c'est assez énorme. Cela va être le déchaînement ou le déverrouillage. C'est le déchaînement, l'autodéchaînement de la Corée du Nord. D'une part, ils ont maintenant des partenaires, y compris la Russie, et qui sait, peut-être qu'ils deviendront membres des BRICS. Ils ont de nouveaux amis et ont en fait levé leurs propres restrictions. La restriction était qu'ils voulaient toujours la réunification à tout prix. Maintenant, il semble que la réunification soit un atout, mais certainement plus un objectif. La Corée du Nord continuera en tant que Corée du Nord. Elle se réserve simplement le droit d'exister telle qu'elle est et de se développer. Donc je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou non. Il me semble que si cela est pris au sérieux, surtout du côté russe, et qu'ils n'utiliseraient pas la Corée du Nord comme un moyen d'affaiblir les États-Unis avec une guerre par procuration, alors c'est un développement très positif. Cela renforcerait la stabilité dans le Nord, car nous avons maintenant officiellement plus d'acteurs impliqués qui s'engagent tous à respecter la Charte des Nations Unies et à promouvoir la paix et la stabilité. Ils disent que la paix et la stabilité sont les objectifs et non la réunification
ou une version unilatérale de la justice. Les Russes et les Chinois ont maintenant tous deux leur mot à dire sur ce qui va se passer, et ils semblent soutenir l'idée que la Corée du Nord est la Corée du Nord. Nous créons maintenant une situation de jure. La seule chose qui manque, bien sûr, est un traité de paix. The one thing missing is of course a peace treaty. North and South Korea haven't signed a peace treaty yet. La Corée du Nord et la Corée du Sud n'ont pas encore signé de traité de paix, et la question est de savoir ce que fera la Corée du Sud. Comment abordera-t-elle cette nouvelle situation avec le Nord? Cela reste à voir, mais pour moi, nous nous dirigeons vers deux États coréens de jure. Qui sait si cela pourrait être la voie vers la paix et l'échange entre les deux? En fin de compte, que vous soyez deux États ou un seul, si les gens peuvent voyager, être libres, heureux et vivre prospèrement, c'est tout ce dont vous avez besoin, même si vous avez deux gouvernements. Pourquoi pas? Nous verrons. La grande conclusion est que la réunification est terminée. Une solution à deux États semble être la voie que les Nord-Coréens veulent emprunter. Attendez-vous à voir davantage la Corée du Nord dans un avenir très proche sur le plan économique. C'est un nouveau chapitre sur la péninsule coréenne. Merci. On the Korean Peninsula. Thank you.